Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne de radio préférée avec toute l'équipe pour décortiquer encore ce soir la politique ivoirienne. Alors, vous le savez tous, la semaine dernière, nous avions parlé de la candidature ou bien les candidatures de tous ceux qui ont pour programme d'être président en Côte d'Ivoire. Donc, on a assisté au balai de dépôt de candidature et tout le monde y est allé. Le président Laurent Gbagbo, le président Tidiane Thiam. Je vous assure qu'il y a des politiciens que je n'avais jamais vus, dont je ne connais même pas le nom, que j'ai vu sur la liste. Bon, bref, ce n'est pas vraiment ça le sujet de notre débat de ce soir. Eh bien, ce soir, nous allons parler de M. Laurent Gbagbo. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de M. Alassane Ouattara, qui pour nous est disqualifié et ne devrait pas être candidat. Mais évidemment, nous ne sommes pas aux commandes. Donc, ce que nous pensons, ça ne dérange pas du tout le RHDP. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas nous empêcher de dire ce que nous pensons. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de M. Alassane Ouattara. Et nous savons tous qu'un quatrième mandat, c'est un mandat de trop. Et nous savons aussi que le président Ouattara se met dans une position de têtu, une position de « je m'en fous ». Que cela vous plaise ou pas, je le ferai. Et puis bon, tant pis pour vous. Je m'en fous de ce que vous pensez. Votre opinion ne compte pas. Moi, je veux être candidat, je le serai. Donc ça, c'est la position de M. Alassane Ouattara. Et évidemment, à la fin de notre débat, nous avons eu quand même une causerie très chaude avec M. Laurent Adjehi, qui lui pense que M. Ouattara ne doit pas être candidat, mais M. Gbagbo doit être candidat. Et donc, ce soir, nous allons analyser pourquoi Gbagbo peut-il être candidat, doit-il être candidat, et pourquoi il ne le doit pas. Donc, voilà un peu, chers auditeurs, planter le décor de ce soir. Je ne sais pas si M. Adjehi est déjà là, mais je voudrais quand même commencer en parlant un peu de M. Laurent Gbagbo. Vous savez, M. Laurent Gbagbo, je me rappelle, dans les années 80, quand nous étions au second cycle, M. Laurent Gbagbo était très célèbre au milieu des élèves et étudiants. En tout cas, c'était l'homme mythique. Je me rappelle qu'il y avait un bout de papier, un petit traité qui avait été écrit par lui. Et vraiment, les élèves et étudiants se passaient ce petit tract-là avec curiosité et joie. Et on nous disait que c'est un homme qui a résisté au feu de Boigny. Il va revenir un jour au pays et quand il va revenir, il va changer les choses. Donc, c'était un peu l'espoir de la jeunesse. Et effectivement, nous avons été très ravis de le voir arriver dans les années 90 avec sa grosse touffe de cheveux, sa barbe et ses favoris et tout ce qu'il avait sur son joli visage. Et nous avons été impressionnés par sa carrure, par sa prise de position et par son idéologie, c'est-à-dire ce en quoi il croyait. Pour M. Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire est un pays qui appartient à tous les Ivoiriens et en Côte d'Ivoire, un enfant de pauvre peut devenir un président. Donc, il est aussi le fils du peuple. Voilà quelqu'un qui peut s'arrêter pour s'acheter une banane braisée et voir toute la population sortir pour l'encadrer, pour l'entourer. Voici ce monsieur-là qui peut toujours repartir, voir quelqu'un chez qui il était quand il partait à l'école.
Voici un homme qui ne se gêne pas qu'on on le photographie pendant qu'il mange son placali et sa sauce graine. Il n'y a aucun mystère autour de lui. Il n'y a aucun aucun mystère. Il y a pas de cachotterie. Il n'y a rien à cacher. Nous savons tous qu'il est docteur en histoire. Nous savons qu'il était à l'Institut de recherche. Nous savons qu'il est allé en France. Il a épousé une Française. Il a fait un fils qu'on appelle Michel Gbagbo, qui aujourd'hui est député. Nous savons que quand il est rentré au pays, il a préféré prendre une femme noire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a échappé au même problème qu'ont les Ouattara aujourd'hui. Sinon, Gbagbo serait venu avec une femme blanche. Mais bon, il n'a pas fait ce choix. Il est venu, il a épousé Simone Ivé, avec qui il a vécu, tout le monde le sait, pendant ces dernières années en Côte d'Ivoire. Et finalement, aujourd'hui, il est avec sa deuxième épouse, c'est-à-dire son deuxième mariage. Voilà. Donc, M. Laurent Gbagbo, c'est une icône. Et nous ne pouvons pas le lui enlever. C'est une icône, c'est un homme qui représente tous les Ivoiriens, qu'on le veuille ou pas, que ça nous plaise ou pas. C'est un homme de caractère, c'est un homme qui met la Côte d'Ivoire en premier. Pour Laurent Gbagbo, c'est l'Ivoirien d'abord. Pour Laurent Gbagbo, c'est un langage très simple. Pour Laurent Gbagbo, c'est une rencontre avec ses frères, avec son peuple. C'est l'homme du peuple. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un dont on entend la voix comme si c'était un grand Manitou qui était quelque part dans un tipi, n'est-ce pas? Mais c'est l'homme qui est dans le peuple et quand il arrive, écoutez, son peuple est très heureux et ça, c'est un caractère qui est important quand on veut diriger un pays. Laurent Gbagbo, c'est le monsieur qui pardonne. C'est le monsieur qui ne garde pas rancune. C'est le monsieur qui, malgré les informations qu'on lui donne, sur quelqu'un qui lui en veut à mort, continue de faire du bien à cette personne. C'est le monsieur qui est capable de dire à son ennemi, écoute, c'est vrai que politiquement nous ne sommes pas d'accord, mais tu peux venir enterrer ta mère, par exemple. C'est le monsieur qui est capable de pardonner à Soro Guillaume, tout en riant et en disant à Soro Guillaume, ils ne savent pas qui ils sont en train de suivre et le temps lui a donné raison. Donc, monsieur Gbagbo Laurent, c'est d'abord et avant tout un Ivoirien. Et c'est un Ivoirien dans l'âme. C'est un Ivoirien qui veut le bien du peuple ivoirien. Mais est-ce que cela fait de M. Gbagbo Laurent un dieu? Non, loin de là. Est-ce que cela fait de M. Gbagbo Laurent un parfait? Non, pas du tout. Puisque dans sa gouvernance, nous avons vu beaucoup de défauts. En tout cas, nous avons vu beaucoup de faiblesses. Utilisons ce mot faiblesse. C'est-à-dire qu'il a certainement été piégé par tout ce que nous venons de décrire comme caractéristiques, donc le pardon, l'amour de l'Ivoirien, ne voulant pas que les Ivoiriens meurent ou que les Ivoiriens s'entretuent. Et certainement que cela a été un gros piège pour monsieur Laurent Gbagbo qui, lui, a décidé de donner à la rébellion tout ce qu'elle voulait. Et ça, beaucoup d'Ivoiriens lui en veulent. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas contents de lui parce qu'il n'a pas pu se tenir tout droit pour dire je refuse de négocier avec la rébellion, elle est venue attaquer mon pays, je refuse de donner des ministères à la rébellion, sachant très bien que derrière la rébellion, il y avait M. Alassane Ouattara qui voulait son pouvoir et qui voulait aussi sa peau. Et M. Gbagbo Laurent n'a pas joué la carte de la fermeté. Et ça a énervé les Ivoiriens. Un autre aspect qui a déçu des Ivoiriens, parce que je sais que quand M. Gbagbo sort, on voit la foule. Donc, on peut penser que les Ivoiriens lui ont pardonné. Mais cela revient toujours quand on parle avec les Ivoiriens. C'est le fait que M. Laurent Gbagbo savait très bien que la rébellion était en train d'être préparée au Burkina Faso, puisque les services secrets le lui avaient dit, et d'autres personnes, même de la société civile, qui sont des connaissances de M. Laurent Gbagbo, sont allés en Côte d'Ivoire expressément pour lui dire qu'il y avait une rébellion qui se préparait du côté du Burkina. Et il a négligé cela, il s'est contenté de dire au stade de Feu-Boigny que le nageur, quand il nage, on voit son dos, il pense qu'il est caché. Malheureusement, il a vu le dos du nageur
mais il n'a pas pris les précautions qu'il fallait pour sécuriser la frontière ivoirienne, pour empêcher que l'armée française et les rebelles entrent en Côte d'Ivoire pour ce coup d'État fatidique, Dieu merci, qui n'a pas réussi, et malheureusement pour nous qui est devenu une rébellion qui a été nourrie par la communauté internationale et à qui M. Gbagbo a donné beaucoup de choses. Donc ce sont des choses que nous lui reprochons. Il y a d'autres personnes aussi qui lui reprochent le fait que M. Laurent Gbagbo s'est séparé de sa femme. Croyez-moi, quand on est un homme politique, il n'y a aucun domaine de notre vie qui est privé. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous faisons, eh bien, c'est décortiqué par la population, c'est décortiqué par ceux qui nous regardent, c'est décortiqué par ceux sur qui nous sommes établis. Et donc, il y a des Ivoiriens qui ne sont pas contents du fait que M. Laurent Gbagbo ait laissé sa femme de la façon dont il a laissé, au vu aussi de tout le monde, avec mépris à l'aéroport. Ça a vraiment déconcerté beaucoup d'Ivoiriens. Bon, Dieu merci pour lui. Les gens ont décidé de tourner la page et de quand même lui accorder leur confiance. Mais il faut reconnaître que ce sont des erreurs parfois qui ne pardonnent pas. Et même si le parti du président Gbagbo et tous ses suiveurs donnent l'impression que ça n'a pas eu d'impact, ce sont des choses qui ont un impact assez sérieux sur la vie politique d'un homme. Et c'est très important. Bon, malheureusement ou heureusement pour M. Laurent Gbagbo, ses suiveurs sont contents. Il n'a aucun problème avec ça. Donc, bon, dossier clos. Voilà. Mme Simone Gbagbo non plus n'a pas de problème avec ça. Dossier clos. L'autre aspect qui dérange certains Ivoiriens, c'est l'animosité qui s'est installée entre M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Voilà. Donc, ça aussi, ça dérange un peu les Ivoiriens parce que on peut dire tout ce qu'on veut de Blé Goudé. On peut l'accuser de la plus grande traîtrise du monde. On peut même dire que c'est Judas qui a été réincarné. Mais vu le passé de Blé Goudé, tout ce qu'il a fait pour M. Laurent Gbagbo, n'étant même pas membre du FPI, tout ce qu'il a fait, tous ces jeunes qu'il a réussi à mobiliser pour permettre à M. Laurent Gbagbo de rester au pouvoir, toutes ces personnes-là que M. Blé Goudé, toutes ces foules qu'il a haranguées pour le bien de M. Laurent Gbagbo, et le temps qu'il a passé à la CPI aux côtés de M. Laurent Gbagbo, les gens sont choqués qu'à son retour, M. Gbagbo trouve des choses à redire sur Blé Goudé, et c'est un cafouillage qui n'est pas profitable pour un homme politique. Voilà, donc toutes ces choses-là, il y a aussi l'aspect de Afin Guessan. C'est vrai que les gens du FPI, certains ont accusé M. Afin Guessan d'être traître, mais beaucoup aussi pensent que M. Laurent Gbagbo n'a pas bien géré sa crise avec Afin Guessan parce que il a entendu des choses, il n'a pas vérifié. Bon, les gens ont dit Afin Guessan n'est pas allé voir M. Gbagbo, etc., etc. De fil en aiguille, les gores ont pris cette histoire, ont pu dire tout ce qu'ils pouvaient dire pour intoxiquer, qui pouvait intoxiquer, et finalement, le FPI a perdu son identité aujourd'hui. Le FPI est divisé et le PPACI est né. Voilà. Et bon, le PPACI est né. Nous voyons beaucoup de personnes dehors qui vont dans les réunions de M. Laurent Gbagbo. Mais sur la liste électorale, nous sommes convaincus que ces gens n'y figurent pas. Parce qu'ils ont en face d'eux un M. Ouattara qui a demandé qu'on bloque les cartes d'identité de tous ceux qui sont du Sud. Croyez-moi, c'est la vérité. Nos parents qui sont au pays nous le disent tous les jours. Il y a des jeunes gens qui ont déposé leurs cartes depuis combien d'années. On ne leur a pas encore donné. Quand tu t'appelles Kwasi ou Seri, on préfère te faire tourner en rond. Si tu t'appelles Bakayoko, tout de suite ta carte est prête parce qu'on se dit que tous les Djoula vont voter pour M. Alassane Dramane Ouattara. Donc voilà un peu le petit tour que nous voulons faire de M. Laurent Gbagbo. Et ce soir, nous espérons vraiment que ce ne sera pas un débat passionné, je veux dire basé sur la passion, et que tous mes frères qui voudraient intervenir pourront le faire de façon objective. Voilà, en ayant le courage de souligner tout ce qui est négatif et aussi ce qui est positif, comme nous venons de le faire. Mais si Laurent Gbagbo n'est pas aussi parfait qu'on le pense,
c'est un politicien et nous le savons, tous les politiciens sont corrompus. Donc même si M. Laurent Gbagbo aime son peuple, mais il a dû faire des alliances, parfois il a dû entrer dans des ententes. Aujourd'hui, il est en attente avec le PDCI-RDA. Pour notre part, en tout cas, nous savons que M. Laurent Gbagbo et le PDCI, vers la fin, ça va capoter parce que M. Laurent Gbagbo veut le pouvoir et M. Tidiane Thiam est un candidat très qualifié pour remporter ces élections et donc il voudra aussi être le candidat et donc on verra ce qui va arriver. Alors, Jacques, bonsoir. Je ne sais pas si je suis seul ou bien s'il y a quelqu'un avec moi. Voilà, je voudrais quand même pouvoir engager les débats. S'il n'y a personne, je continue ma marche. Je suis là, Sister Sarah. Ouais, très bien, voilà. Ça nous aurait fait mal si vous aviez fui. Vous me connaissez depuis belle lurette, je ne fuis jamais les débats. Bonsoir, M. Adjei. Bonsoir, Sister Sarah. Bonsoir, commandant. Voilà. Alors, M. Adjei, ce soir, nous parlons de M. Laurent Gbagbo. Et on va aller droit au but, voilà. M. Laurent Gbagbo a été président pendant 10 ans, gêné par la rébellion pendant 8 ans dans les 10 années de son pouvoir. Il a réussi à faire ce qu'il pouvait faire. Il est parti à La Haye, il a passé 10 ans. Il revient aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui le supportent, c'est-à-dire les Gore, les Lor, le Corps, tous ces gens-là pensent que Laurent Gbagbo doit être encore un président, le président de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça votre avis? Et pourquoi? Merci. Merci, Sister Sarah. Oui, vous avez bien dit, effectivement, Laurent Gbagbo a été le président de la Côte d'Ivoire. Il a pris le pouvoir en 2000. Et puis, subitement, le 19 septembre 2002, une tentative de coup d'État a eu lieu, qui s'est après transformé en rébellion. Alors, c'est ce que nous savons. Et puis, le pays a été coupé en deux, comme tout le monde le sait. On a parcouru beaucoup de capitales pour essayer de trouver une solution jusqu'à l'accord de Ouaga. Et puis ensuite, il y a eu 2010 où on lui a demandé de faire une affaire. C'était la date d'une élection, mais les rebelles tenaient toujours le pays coupé en deux. Il a essayé d'exiger que les rebelles désarment. Les gens l'ont blagué et les rebelles n'ont pas désarmé. Et il y a eu l'élection de 2010 et nous avons vu ce qui s'est passé. Sans toutefois revenir sur les faits, il a été à La Haye, il est revenu. Alors, c'est une injustice qui lui avait été faite. Nous avons écrit beaucoup, on a réfléchi, on a fait des réflexions. On a trouvé que derrière cette rébellion, c'était la main de la France, la communauté internationale, les Ouattara, ces rebelles, avec Soro. Et donc, face à cette injustice, où il a été à La Haye jugé acquitté, on aurait souhaité que, bon, dans une crise, c'est pas une seule personne qui se bat contre elle-même. Il y a deux camps. Donc, quand on a jugé un camp et qu'on a trouvé que l'autre, c'est pas ce camp-là qui a commis le crime, qu'est-ce qu'on fait? On juge l'autre camp. Mais ils ont préféré ne pas juger l'autre camp et ils veulent encore que celui contre qui s'était battu en 2010, qui n'ont pas jugé, c'est-à-dire celui le criminel, on suppose, parce que si deux hommes sont battus, on dit bon, à l'issue de votre bagarre, vous avez cassé un canari. On prend un, on le juge. Si ce n'est pas lui qui a cassé le canari, donc ça implique que c'est le deuxième. Mais si on refuse de le juger, c'est qu'on est au courant que c'est lui. Comme c'est notre ami, on veut le protéger. Alors vous voulez le protéger jusqu'à ce que la nouvelle date électorale arrive. Vous voulez qu'il soit candidat, mais notre père
contre qui vous vous êtes battu, contre qui vous avez fait cette injustice-là, il va aussi être candidat, puisque vous avez court-circuité son mandat. Donc voilà un peu si ce sera dans la logique dans laquelle nous sommes. Sinon, en circonstance normale, Laurent Gbagbo est fatigué. Nous-mêmes, on lui aurait dit, ah, papa, tu es fatigué, va t'asseoir. Mais on lui a fait une injustice, donc c'est obligé qu'on le répare. C'est un peu notre logique. Je m'arrête là pour l'instant. D'accord, merci. Alors, cette logique dans laquelle vous êtes, ça veut dire quoi? Que M. Laurent Gbagbo doit être dépanné parce qu'il a fait la prison, même s'il n'est pas qualifié, même s'il est fatigué, même si vous savez pertinemment qu'il aurait mieux valu que M. Laurent Gbagbo se repose. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire à nos auditeurs? Ce que je suis en train de dire, Sarkozy a dit, je vais vitrifier Laurent Gbagbo. Donc, nous pensons que, puisque nous sommes intelligents, nous pensons que Laurent Gbagbo a été écarté exprès pendant 10 ans pour permettre à leur ami Ouattara de diriger. C'est face à cette injustice que nous disons, non, Sarkozy, c'est pas parce qu'il est blanc qu'il est supérieur à nous. C'est pas lui qui doit décider de notre destinée. Il ne peut pas venir vitrifier notre président et puis nous on va aller s'asseoir, bon, comme c'est un blanc qui a fait ça, donc non, ça ne marche pas. Il n'est pas mieux que nous. Laurent Gbagbo doit se présenter pour finir, pour que lui seul, il dirige la Côte d'Ivoire. Puisqu'il a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 18 mois, lui seul, tout le temps, il était avec les rebelles. Ouattara a pris son pouvoir, il n'a pas voulu diriger avec quelqu'un. Donc, cette injustice-là, on ne peut pas l'accepter. Je suis désolé, mais on ne peut pas l'accepter. Voilà. Mais est-ce que votre attitude, là, n'est pas un peu villageoise? Parce que nous parlons de politique, nous parlons de démocratie, nous parlons de respect de la loi. Vous parlez comme si on était dans un jugement sous un arbre à palabres, où on vient dire à l'autre, écoute, ton frère s'est arraché le pouvoir, maintenant que tu es revenu, c'est ton temps de te venger, prends le pouvoir et dirige-nous. Est-ce que vous ne trouvez pas que vos arguments sont un peu trop puérils pour le seriousness, si je peux utiliser ce mot-là, de la situation actuelle de la Côte d'Ivoire? Si c'est ça, si on nous dit que notre raisonnement est villageois, oui, nous on est né au village. C'est normal qu'on ait des raisonnements villageois. Mais ce que nous disons, il faut que ça soit clair. C'est les Blancs, les colons, qui sont à la base des troubles en Côte d'Ivoire. Vous avez vu l'ONU, les gens de l'ONU venir se battre contre les FDS, c'est eux. Donc, puisqu'ils ne sont pas supérieurs à nous, les troubles qu'ils ont causés là, on ne peut pas laisser ça passer. Ils ont dérangé le mandat de notre mentor, ils l'ont obligé à diriger les rebelles. Cette fois-ci-là, il va se présenter, il va faire un mandat à lui seul. Il va nommer qui il veut. Même si c'est pour 2 ans, on sera satisfait. Mais on ne peut pas accepter qu'un blanc ait le dessus sur nous dans le trouble qu'eux-mêmes ils ont causé. On ne les a pas invités. Quelqu'un a des problèmes avec sa femme. Il te dit que tu vas venir m'aider. Ok, tu viens. Et puis, c'est toi qui t'assois dans ma maison. Et puis, tu prends la femme. C'est ce que les Sarkozy ont fait. On ne peut pas accepter ça si c'est ça. Quand nous sommes des villageois, c'est comme ça, ça est. Et ça ne va pas quelque part. D'accord. Alors, aujourd'hui, monsieur Adjehi, à votre avis, vous savez, monsieur Gbagbo Laurent, c'est un symbole, hein, et on ne peut pas le lui enlever. Vous voyez aujourd'hui que tous les jeunes Africains, vous voyez les Camerounais, les Togolais, tous ces jeunes Africains, les Burkinabés, qui sont très émulés par monsieur Gbagbo Laurent et qui pensent que Gbagbo Laurent est celui qui va avoir l'attitude de l'AES quand il va prendre le pouvoir. Et donc, à cause de ça, beaucoup de jeunes sont très excités. Quand vous regardez l'âge de Gbagbo Laurent et que vous le comparez à Ibrahim Traoré, est-ce que vous voyez aussi l'entourage que vous connaissez de M. Gbagbo Laurent, est-ce que vous pensez vraiment que Gbagbo va revenir au pouvoir pour faire de la Côte d'Ivoire un membre de l'AES à plein temps? Vous n'avez pas peur qu'il y aura encore les mêmes bévues que nous avons vus quand il était au pouvoir, parce qu'il y en a eu, M. Adjehi? Si c'est ça, malheureusement, s'il y a eu des troubles pendant que Gbagbo était au pouvoir, ce n'est ni Gbagbo qui a causé les troubles,
ce n'est ni nous, ces enfants, ces partisans qui ont causé ces troubles viennent du dehors. Non, je ne parle pas des troubles, je parle des détournements de fonds, les maisons qui sortaient des terres en 3 mois, courir après les femmes, le très faible défense du peuple ivoirien, toutes ces choses que nous avons vues là. Est-ce que vous pensez que quand Gbagbo va prendre le pouvoir aujourd'hui, il pourra être comme Ibrahim Traoré pour non seulement ramener les Ivoiriens à la raison, deuxièmement, les mettre, c'est-à-dire les régler, et puis troisièmement, dire à la France comment négocier ces contrats. Voilà un peu le sens de ma question. Oui, maintenant je comprends votre question, c'est bien orienté. C'est malheureux ce que nous avons vécu en ce temps-là et nous trouvons que ce n'est pas normal. Mais nous n'avions pas assez d'autorité, c'est-à-dire nous, la diaspora et les membres du PPACI, les Ivoiriens n'avaient pas assez d'autorité pour freiner cela. Mais cette fois-ci, nous disons, nous tous, nous sommes impliqués dans ça. Si Gbagbo vient au pouvoir, là, il va peut-être prendre des décisions en tant que leader, mais nous n'accepterons plus certains comportements. En Côte d'Ivoire, à un moment donné, vous savez, ce sont les temps mauvais, les temps durs qui devraient enseigner les gens. On dit toujours les adversités ont une façon unique d'éduquer et d'unir. Vu ce que nous avons vécu, les Ivoiriens aujourd'hui, les intellectuels ivoiriens, ceux qui aiment vraiment la Côte d'Ivoire, ont pris la résolution de réécrire les textes de la Côte d'Ivoire, les lois, la constitution, et même de changer de comportement. Et ça, ce que je vous dis, c'est ce que tout le monde dit. C'est-à-dire, nous qui aimons ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'ils disent. On ne peut plus admettre, on ne peut plus permettre le laisser-aller qu'il y a eu par le passé. Oui, vous savez, vous le dites là, mais nous savons tous aussi, M. Adjei, votre frustration quant à la gestion locale du pouvoir par le FPI à l'époque et jusqu'aujourd'hui. Vous vous rappelez que nous avons même rencontré ici le représentant FPI, PPACI des États-Unis et la même situation demeure autour de M. Laurent Gbagbo. Quand il était au FPI, c'était pareil. Donc aujourd'hui encore que c'est le PPACI, les dirigeants d'Abidjan prennent les décisions sans tenir compte de la diaspora. Et vous êtes un témoin vivant de cela. Alors, comment est-ce que cette diaspora dont vous parlez, exemple vous, ou bien monsieur, enfin, tout ce que vous connaissez là, comment pensez-vous que ceux-là pourront impressionner M. Gbagbo, bien l'amener à faire ce qu'eux, ils pensent qu'il c'est droit, alors que autour de lui, ceux qui sont sur place là-bas considèrent qu'ils ont fait plus le combat que vous, par exemple? Oh non, je ne pense pas que quelqu'un puisse dire qu'il a combattu plus que son voisin. Chacun à son niveau a mené le combat. Donc personne ne peut se taper la poitrine pour dire c'est à cause de moi ou bien c'est grâce à moi. Non. C'est vrai, il y a eu du laisser-aller par le passé. Mais nous estimons que le temps est arrivé pour que nous changeons cette façon de faire. Et je pense que nous avons compris et nous allons nous imposer d'une manière ou d'une autre. Nous allons lever notre voix pour pouvoir nous faire entendre, pour qu'ensemble nous soyons des bâtisseurs pour la nouvelle Côte d'Ivoire. Ça, je vous le promets. On est tous engagés, tous décidés. On va faire ce travail. Voilà. D'accord. Alors, avant de passer à l'aspect de l'éligibilité de M. Laurent Gbagbo, je voudrais vous parler un peu de son épouse, parce que vous savez, les hommes politiques, c'est beaucoup de leurs épouses qui souvent les poussent dans la décadence. On l'a vu avec le général Guy Robert, on entend parler de ça avec M. Alassane Ouattara, et quand Mme Simone Evé était encore l'épouse de Gbagbo, tout le monde disait que c'est à cause d'elle que Gbagbo n'a pas voulu quitter le palais ou rendre le pouvoir.
Donc, vous savez que les femmes des présidents, souvent, derrière le rideau là-bas, posent des actions qui portent préjudice à la gouvernance et même au bien-être du pays. Est-ce que vous ne pensez pas que cette femme, nouvelle épouse de M. Gbagbo Laurent, sera un problème pour la Côte d'Ivoire quand vous regardez ce qui est en train de se passer et son rôle qu'elle joue en sourdine, parce que tout le monde sait que c'est une femme très puissante en sourdine. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, demain, Gbagbo étant déjà vieux, est-ce que cela ne va pas vraiment impacter ses décisions? À un certain niveau, oui, parce que c'est vrai ce que vous avez dit, les femmes, les premières dames ont beaucoup d'influence. Mais dans le cadre de la gestion de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle le big picture, ne sera pas exclusivement dans sa main. Il y a certaines décisions qu'elle pourra peut-être prendre pour influencer le président Gbagbo dans son entourage, mais on parle maintenant du développement de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'elle pourra être un frein à cela. Nous, ce que nous projetons, lorsque le président Gbagbo prend le pouvoir, il y a des projets que nous allons lui soumettre. Je ne pourrais pas rentrer encore dans les détails ce soir, mais on va lui faire des propositions. Et surtout, nous allons insister sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'une femme qui aime la Côte d'Ivoire pourra dire que non, l'industrialisation est une mauvaise chose. Alors, M. Adjaye, vous dites que M. Laurent Gbagbo doit être candidat parce que M. Laurent Gbagbo a subi une injustice et donc il doit être candidat et il doit gagner les élections pour que cette injustice soit réparée. Alors, ce soir, nous vous disons que M. Laurent Gbagbo n'est pas qualifié pour être candidat sur la base légale. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'est vrai qu'on a enlevé la limitation d'âge, d'accord, mais nous savons aussi qu'il y a des critères dans cette constitution qui frappent le président Gbagbo, c'est-à-dire il n'a pas vécu en Côte d'Ivoire de façon continue pendant les 5 dernières années, il a un casier judiciaire, et etc., etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous nous amenez maintenant à parler droit. Vous savez, nous ne sommes pas tous des juristes, mais on a fait le droit quelque part parce que dans notre curriculum, on touche un peu de tout. Le droit commercial, industriel et même civil. Donc, quand on dit que Laurent Gbagbo n'est pas éligible parce qu'il est frappé par ceci, cela, ce sont des sujets qui suscitent un débat. Le président Laurent Gbagbo est éligible parce que, vous savez, quand on est chef d'État, un ancien chef d'État, on ne le juge pas. C'est pas n'importe qui le juge, c'est pas n'importe qui décide de lui arracher ses droits. Les droits sont inaliénables. Et donc cette procédure qui a eu cours en Côte d'Ivoire est illégale. Nous ne pouvons pas l'accepter. Quels sont les droits qui sont inaliénables? À quel droit faites-vous allusion quand vous dites que les droits sont inaliénables? Est-ce parce qu'il est président, ancien président? Est-ce parce qu'il a une immunité? S'il n'a pas d'immunité, on peut le poursuivre à tout moment. C'est un citoyen ivoirien, une fois qu'il n'est plus aux commandes. Bien sûr. Expliquez un peu. Alors, de manière humaine, il a ses droits humains qui sont inaliénables, le droit à la vie, le droit de s'exprimer, le droit d'aller et revenir, le droit de ceci, cela. Ça, mais sur le plan maintenant, sur le plan politique, il a ses droits en tant qu'ancien chef d'État et ces droits-là lui confèrent une certaine immunité. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, pour juger un ancien chef d'État, il y a des dispositions particulières qu'il faut mettre en place. Cela n'a pas été fait. En tant qu'un ancien chef d'État, ce n'est pas... Est-ce que vous pouvez nous donner ces dispositions particulières, voilà, qui font qu'on ne peut pas se lever un matin pour aller juger un chef d'État et que pour qu'on le juge, on fasse d'une manière ou d'une autre parce qu'il n'est pas un citoyen normal?
Voilà. Pour juger un ancien chef d'État, on met en place une cour spéciale. Ce sont des gens d'un certain charisme, d'une certaine éducation juridique, d'une certaine compétence. Et cette cour-là, on la décrète, on la met en place par décret. Et donc ceux-là, ils ont la charge de dire la justice, le droit, que rien que le droit. Cette cour qu'on met en place, elle est spéciale pour juger un ancien chef d'État, surtout quand on l'accuse d'avoir braqué une banque. On ne peut pas se lever là pour dire qu'un ancien chef d'État a braqué une banque comme un vulgaire, on appelle ça, délinquant. Donc, voilà la particularité. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas... Est-ce que cette cour existe en Côte d'Ivoire? Est-ce que la cour dont vous parlez existe en Côte d'Ivoire? Est-ce que le système juridique ivoirien prévoit cette cour pour les anciens présidents? Oui, c'est écrit dans la Constitution, je n'ai pas l'article devant moi, mais ce n'est pas une cour qui est là en permanence. On la met en place de manière spéciale pour ce sujet spécial. D'accord. Voilà. Et ça n'a pas été fait en Côte d'Ivoire. Le jugement qui a eu lieu, on ne sait même pas ce sont les rebelles qui étaient les juges, parce que quand ils ont entendu que ils avaient échoué à la CPI, ils se sont dit, mettons en place quelque chose de rapide, on va l'accuser de quelque chose de bidon là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il y a une procédure pour juger quelqu'un. Il faut que la personne soit présente, mais si la personne a disparu, alors on fait un jugement par contumace, mais il ne peut pas nous dire qu'il ne savait pas où se trouvait le président Gbagbo. C'est eux-mêmes qui l'ont amené là où il était, donc il ne peut pas nous dire qu'il ne savait pas où Gbagbo était. Donc vous voyez les incongruités qu'il y a eu, et ils nous disent que Gbagbo n'était pas là, mais c'est vous qui l'avez amené à la haie, donc vous saviez où il était. Il fallait aller chez vos amis à la CPI pour leur dire, bon, comme vous traînez, nous on veut le voir ici pour qu'il comparaisse, pour qu'on le juge. Puis vous avez envoyé des avocats là-bas pour plaider pour qu'on le condamne. Donc, si c'est cela, vous voyez, il y a des incongruités que nous ne pouvons pas accepter si c'est cela. Je suis désolé. On ne peut pas accepter ça. Alors, qu'est-ce que vous répondez à la non-présence du président Gbagbo sur le territoire pendant 5 ans? Ça, par contre, au-delà de toutes les manigances politiques dont on parle, ça s'applique réellement au président Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Non, ça ne s'applique pas à lui parce que c'était un cas juridique. Nous étions tous, on ne dormait pas. On avait tous les yeux ouverts quand on l'a mis dans un avion pour l'envoyer à la CPI. Ce n'est pas de son gré. Il n'est pas allé à l'aventure, il n'est pas allé en exil. Donc personne ne peut nous dire qu'il n'a pas existé dans le pays pendant 5 ans. À cette personne-là, on sait ce qu'on va lui dire. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Oui, mais le problème, M. Adjaï, c'est-à-dire que la partie que je ne comprends pas dans vos réactions en tant que supporter de M. Gbagbo, c'est le fait de dénier, c'est-à-dire que vous reniez quelque chose, mais vous voulez que cette chose s'applique aux autres. Alors, M. Gbagbo Laurent, quelles que soient les raisons, était hors de la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Qu'il y a été amené, disons, qu'il a été amené à la CPI par M. Ouattara et que ce n'était pas de son fait. Mais toujours est-il que cette loi-là le frappe. Et donc, en tant que tel, M. Gbagbo ne peut pas être candidat. Parce qu'il n'a pas vécu en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. D'accord. D'accord. Mais si je vous disais que Nelson Mandela était en prison pendant 27 ans, il était sur une île. Il n'était pas présent, mais il est sorti de prison, il a candidaté, il est devenu président. Vous avez dit quoi à cela? Oui, mais le cas Mandela est différent parce que même l'île dont vous parlez appartient à l'Afrique du Sud. Ce n'est pas l'île d'un autre pays. Donc, il était en prison dans son pays. En plus, ce ne sont pas les mêmes circonstances parce que je ne connais pas la constitution sud-africaine, donc je ne sais pas dans quelles circonstances M. Nelson Mandela a pris le pouvoir, mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il y a cet article taciturne là qui nous dit qu'il faut avoir vécu en Côte d'Ivoire 5 années d'affilée. Donc même si M. Laurent Gbagbo a été
a été amenée à la CPI, la loi dira que ce n'est pas son problème à elle, parce que ce n'est pas elle qui dit à envoyer. Elle s'applique au candidat. Comment est-ce qu'on... Voilà, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ben, on allait leur demander, mais quelqu'un a signé lorsque Laurent Gbagbo quittait la Côte d'Ivoire sans son gré. C'est pas Gbagbo qui a décidé de quitter la Côte d'Ivoire. Quelqu'un a pris la charge de signer. Il a une décharge quand il a déposé à la CPI. Sur cette base-là, on ne peut pas venir nous dire qu'il a fait un 5 ans en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça ne marche pas, si ce sera. Oui, mais M. Adjei, écoutez, tous ceux qui vivent hors de la Côte d'Ivoire ont une raison d'être hors de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et je parle aujourd'hui par rapport, parce que les Ivoiriens que nous sommes, voilà pourquoi les problèmes ne finissent pas chez nous, c'est que nous aimons faire les 2 poids 2 mesures quand ça nous arrange. Dans le cas du président Gbagbo Laurent, nous savons tous qu'il a été à la CPI, envoyé là-bas par M. Alassane Ouattara. Nous savons tous que c'est de l'injustice. Il n'y a pas de problème. Mais quand nous revenons maintenant et que nous voulons que M. Ouattara applique la loi, qui le condamne à ne plus être candidat pour la 4e fois, pourquoi est-ce que nous refusons que cette même loi qui dit que si tu n'as pas vécu sur le territoire pendant 5 ans, tu ne peux pas être candidat? Pourquoi est-ce que nous refusons qu'elle s'applique à Gbagbo Laurent? Voici un peu le sens de ma question. Monsieur Adjei. Ils peuvent l'appliquer s'ils veulent, mais c'est à débattre. Et nous aussi, nous allons soulever le fait que, OK, pendant les 15 ans que Ouattara a dirigé, on va voir le nombre de fois où il a été hors de la Côte d'Ivoire. On va tout comptabiliser, ça va faire plus de 5 ans. Et on va lui appliquer cela aussi. Mais non, M. Adjei, on n'est pas ici dans un palabre d'école primaire. Hein. C'est un dossier très sérieux. Vous savez très bien que M. Ouattara, il vit en Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Il voyage beaucoup, c'est vrai. Mais quand il voyage, c'est pour 2 semaines. Il voyage, c'est pour 1 semaine. Il voyage, c'est pour 3 semaines. On n'a pas dit que quand on n'a pas vécu hors de la Côte d'Ivoire, quand on a vécu hors de la Côte d'Ivoire pendant 1 mois, non. On dit quand on a vécu hors de la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. C'est-à-dire que quand on n'a pas vécu en Côte d'Ivoire 5 années d'affilée, back to back, on est disqualifié. Voici un peu de quoi nous parlons. Il y a beaucoup d'autres lois, mais je m'appuie sur cette loi-là parce que je sais que cette loi aussi condamne M. Laurent Gbagbo. Et pour ça, il ne doit pas être candidat. Même si nous pensons qu'il doit être candidat pour qu'on le récompense, etc. Mais cette loi seule suffit pour que M. Laurent Gbagbo ne soit plus candidat. Et M. Alassane Ouattara lui-même est frappé par la loi. Il ne doit plus être candidat, ça nous le savons. Voilà un peu, M. Adjei. Oui, je vous comprends, mais cette loi de 5 ans consécutifs, puisque c'est pas Laurent Gbagbo qui a décidé d'aller à l'aventure, moi peut-être on peut me dire ça, si c'est moi-même qui ai pris mon visa, mon billet pour venir aux États-Unis. On peut me dire ça. Mais Gbagbo ne savait même pas où il partait. Il dit, mais on va où? Oui, mais la loi ne dit pas, celui qui a décidé volontairement d'être hors de la Côte d'Ivoire pendant 5 ans. La loi, vous voyez, voilà pourquoi nous avons des problèmes, parce que nos lois sont vagues. Vous voyez cet article-là, cet article ne nous dit pas quelles sont les conditions autour du fait que tu n'as pas vécu en Côte d'Ivoire. Un monsieur comme Tidiane Thiam, cette loi devait avoir une clause qui ne le disqualifie pas. Pourquoi? Parce qu'il est allé travailler. Donc, à cause de son travail, il est hors de la Côte d'Ivoire. C'est comme si, par exemple, il était à l'ambassade ou quoi. Donc, il doit être protégé contre cette loi. Malheureusement, nos lois sont données, coupées sur mesure, et c'est ça qui envoie le désordre. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà. C'est un sujet à débattre. Je pense que c'est un sujet à débattre. Ils n'auront pas le courage de nous sortir cette autre gabegie et on va se défendre. Nous sommes sur le cas de ce jugement bidon-là, que nous ne reconnaissons d'ailleurs pas. Puis bon, voilà quoi. D'accord, M. Adjei. Très bien. Merci Jacques. Il dit que cette clause a été supprimée, donc M. Gbagbo est safe. Il peut être candidat, mais nous disons encore que M. Gbagbo Laurent n'est pas un bon candidat. Pas qu'il ne peut pas être candidat,
Mais maintenant, M. Adjaye, nous allons dans la qualification de M. Laurent Gbagbo et nous disons que M. Laurent Gbagbo n'est pas forcément un bon candidat pour les élections de 2025. Ah bon? Oui. Mais pourquoi? Bon, voilà. C'est à vous de nous expliquer pourquoi il est un bon candidat. Ah, d'accord. Ben, Laurent Gbagbo est un bon candidat parce que, c'est quelqu'un qui aime beaucoup son pays. Il a déjà dirigé d'ailleurs. Il eût été le coup d'État. Le président Laurent Gbagbo était venu pour faire ses 5 ans. Peut-être qu'il serait réélu une fois et puis c'était fini. C'est quelqu'un qui respecte les lois et la Constitution. Il n'avait même pas fait plus de 2 mandats. Mais si aujourd'hui nous sommes dans ce que nous sommes, c'est la faute des rebelles. Eux qui voulaient coûte que coûte prendre le pouvoir, ils sont venus perturber son mandat, diviser le pays en 2. Et donc, c'est eux qui nous ont mis dans cette condition. C'est pas de notre faute. Et donc, le président Laurent Gbagbo, qui a déjà dirigé la Côte d'Ivoire, il avait ses projets qu'il n'a pas pu mettre en place. Et donc, il est un bon candidat. Et donc, il doit encore diriger la Côte d'Ivoire avant d'aller prendre sa retraite. Il a beaucoup de choses à faire, surtout dans le cadre de notre souveraineté. Très important. Dans le cadre de notre souveraineté, vous vous rappelez que quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir, la France régnait de maître dans l'économie ivoirienne. Ça, vous ne l'oubliez pas. Donc, en quoi est-ce que maintenant, en 2025, M. Laurent Gbagbo va nous assurer une souveraineté? Il n'a pas pu enlever le 43e BIMA. Il a signé beaucoup de contrats qui étaient aux mains des Français. Il n'a pas fait mieux qu'au Faux-Boigny dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous prouve que quand il sera au pouvoir, il va nous donner la souveraineté que vous recherchez tant? Vous savez, la France savait que Laurent Gbagbo on le qualifiait d'anti-français. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est l'une des raisons de la rébellion de septembre 2002. Les gens ne l'ont pas dit, les Soro ont donné des raisons farfelues à chaque fois, ils donnaient des raisons par-ci par-là, mais la vraie raison c'était ça. La France voulait empêcher que Laurent Gbagbo annule les contrats coloniaux, fasse partie de l'armée française et le pays retrouve sa souveraineté. C'est pour ça qu'il y a eu la rébellion. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce que nous connaissons, les tentatives de coup d'État, les tentatives de ceci, cela. Donc, c'est un peu ça. Il ne pouvait pas. J'ai toujours dit que, vous voyez, ce n'est pas par la force. Laurent Gbagbo allait prendre son temps pour commencer, négocier, parler avec la France, et petit à petit, arriver à faire cela. Mais malheureusement, il n'a pas eu l'occasion, compte tenu que le pays était divisé en 2, il n'y avait plus rien qu'il fasse. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Regardez un peu les pays de l'AES. Ils l'ont fait de manière stratégique, mais parce qu'ils sont aussi des militaires, ils se sont imposés militairement. Et c'est ce qui a facilité la tâche. On pouvait faire la même chose, mais bref, chaque chose a son temps. Il y a eu le temps de l'AES, le même vent va souffler, il va continuer de souffler et la Côte d'Ivoire va suivre et puis on aura nos souverainetés. Chaque pays a besoin d'être souverain pour pouvoir se développer. Regardez un peu l'Amérique. Si l'Amérique ne s'était pas imposée pour avoir sa souveraineté, elle serait comme d'autres pays. Donc voilà un peu si ça. Il faut la souveraineté pour pouvoir se développer. La souveraineté pour pouvoir se développer. Pasteur Aka, je suis là. Voilà, bonsoir Pasteur Aka. Oui. Bonsoir à vous et puis à tout le monde. Je m'excuse, voilà. Un peu en retard. Il n'y a pas de problème. Ce soir, nous parlons de la mauvaise ou comment je peux dire ça, la candidature de M. Laurent Gbagbo, des questions autour de cette candidature. Nous pensons que beaucoup d'Ivoiriens pensent, et quand je dis nous pensons, non, certains Ivoiriens pensent que M. Gbagbo, ne devrait pas se représenter à la candidature à la présidentielle de Côte d'Ivoire. Quelle est votre opinion, Pasteur Aka? Bon, merci. Merci et salut, M. Adjaye et puis tout le monde. Bonsoir. Voilà. Bon, dans le contexte actuel dans lequel nous sommes,
Mhm. Face à Ouattara et au système mondial, c'est-à-dire au système de la colonisation, Mhm. vu l'expérience des erreurs qui ont été commises par M. Gbagbo, Mhm. je pense que, contrairement à nos positions panafricaines, sa candidature a un sens Mhm. dans ce contexte. Mais si nous étions dans un état de droit où on avait la liberté, la population était vraiment libre de choisir son candidat avec des institutions crédibles et impartiales, Mhm. je ne supporterai pas la candidature du président Gbagbo. Et je m'explique. Mhm. C'est vrai qu'on peut parler de tout ce qu'il a vécu, les coups d'État, durant sa présidence, les attaques, mais comme je le dis tous les jours, qu'on le veuille ou pas, c'est sa responsabilité en tant que chef d'État. Mhm. Et pour la carrure, la personnalité du président Gbagbo, tel que nous le connaissons, en tant qu'historien, quelqu'un qui est resté dans l'opposition, qui a combattu au Faux-Boigny pendant 30 ans. Donc tu connais la politique, tu connais l'histoire de l'Afrique, tu sais comment la colonisation fonctionne. Mhm. Puisqu'il se réclame, on peut le comparer un peu comme les Thomas Sankara, les Patrice Lumumba, les Kwame Nkrumah, tout ça qui se sont battus pour l'indépendance africaine. Mhm. Donc, le président Gbagbo de cette carrure, qui a cette expérience, qui a cette connaissance, en prenant le pouvoir en Côte d'Ivoire, devait comprendre que sa première responsabilité, c'était la sécurité. Et c'est un point sur lequel il ne devait pas s'amuser. Mhm. Aujourd'hui, on peut en vouloir au président Ouattara, mais sur le plan de la sécurité, il ne joue pas avec. Il ne joue pas avec. Donc, le président Gbagbo, c'est dommage tout ce qu'il a traversé, nous compatissons, mais la rigueur de leadership, il a failli. Parce que si c'était une personne nouvelle, on peut comprendre. Mais quelqu'un qui a fait 30 ans d'opposition, qui a été l'auteur du multipartisme en Côte d'Ivoire, Mhm. qui est en exil, qui est venu, qui a eu la crédibilité de la population, il prend le pouvoir. Mais attends, l'histoire nous enseigne que c'est les Blancs, l'Occident, tant que tu ne fonctionnes pas dans leur bottes, ils ne te laisseront pas tranquille. Donc, lui, il croyait que le fait de leur donner des marchés, ils allaient le laisser tranquille. Non, non, non. Parce que il ne faut pas le laisser tranquille puisque l'idéologie, là-bas, l'esprit qui en aime, l'esprit panafricaniste d'être vraiment souverain, était de sujet. Il fallait qu'il s'attende. Ouais, donc aujourd'hui, je suis convaincu qu'il a un peu ce regret. Si l'occasion lui est donnée de revenir au pouvoir, c'est des choses qu'il va corriger. Mais c'est pour ça qu'il a dit sa candidature dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui face au président Ouattara avec ce système, c'est une candidature qui est souhaitée. Mais si nous étions dans un état de droit normal, moi je ne le supporterai pas parce qu'il a failli, il a déjà échoué. Mais alors, si c'est dans le contexte de M. Ouattara, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il ne va pas échouer? Parce que une fois qu'il aura battu M. Ouattara, Ouattara sera plus son problème. Ce sera toujours la même France, à qui il avait déjà tout accordé dans le passé. Donc, qu'est-ce qui va garantir justement qu'il va changer? Non, il va changer parce que d'abord, tous les décrets qu'a pris le président Ouattara, tout ce que le président Ouattara a mis en place,
aucun président qui vient, qui n'est pas du RHDP, qui est d'un autre bloc, qui veut fonctionner avec ce système-là ne restera pas au pouvoir. Ah non, il faut tout reprendre. Il faut tout changer. Parce qu'il y a eu une gouvernance qui n'a pas été ouverte. Le président Ouattara a géré le pays pendant 15 ans sans ouverture. Il a géré le pays pendant 15 ans à sens unique. Or, la nation est une continuité. La preuve en est, quand il est venu, il n'a pas tenu compte des suggestions qui ont été faites par le président Gbagbo, telles que déplacer par exemple la capitale à Yamoussoukro, construire la résidence des députés à Yamoussoukro et tout ça. Non, il a mis tout ça de côté. Et la ville de Yamoussoukro, qui était financée, dont Oufoué Boigny avait prévu un budget d'entretien et tout ça c'est fermé. Aujourd'hui, nous voyons que les sociétés d'État sont vendues. Donc, avec tout ce que nous rencontrons comme problème de titres fonciers, la dégradation scolaire et tout, non, le prochain président qui va venir, s'il veut continuer sur la lignée de Ouattara, il trouvera la population sur sa voie. Il y a une réforme totale, il faut faire une réforme en profondeur. Parce que avec ce qui est là, on ne peut pas avoir de souveraineté. Non, ça, il faut se dire la vérité. Oui, mais justement, c'est-à-dire que ce que vous dites est très intéressant. Vous parlez de M. Gbagbo comme étant celui qui pourrait aider à installer la souveraineté en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas vraiment la raison du combat du PPACI aujourd'hui. Vous avez entendu M. Adjei, et ils sont très convaincus que M. Gbagbo doit prendre le pouvoir pour réparer l'injustice qui lui a été faite, et non pas pour aider. On ne les entend pas parler du bienfait pour la Côte d'Ivoire. On ne les entend pas parler de faire en sorte que les Ivoiriens soient mis en priorité, ou bien que les richesses du pays soient distribuées équitablement. On les entend parler plutôt de faire justice à M. Gbagbo, effacer les larmes de M. Gbagbo, effacer toutes les années de douleur qu'il a traversées en le faisant président. Même si c'est pour 2 ans, ils n'ont pas de problème. Mais pourquoi on dit que Gbagbo a encore le nouveau Mandela de l'Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce que vous pensez de cette manière de présenter le débat politique? Non, merci, c'est pas une bonne manière. Ça, c'est une manière émotionnelle. Voilà, mais nous parlons de politique. Aujourd'hui, les enjeux politiques avec l'ordre mondial, avec la politique américaine aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Europe, avec les problèmes des pays de l'AES, on a besoin d'un président de caractère. Voilà, qui fera de la Côte des Ivoiriens sa priorité. L'Ivoirien d'abord, Africain first. Donc, si on doit faire une faveur au président Gbagbo, tout peut-être que c'est une injustice qui a été faite, c'est que nous avons échoué. Non, moi je dis que si le président Gbagbo devait revenir, c'est pas par rapport à sa personne, parce qu'il n'a plus rien à prouver. Il a déjà fait ce qu'il a déjà. Aujourd'hui, beaucoup de ce qui se passe dans les pays de l'AES, c'est un peu les idées qu'avait le président Gbagbo. Seulement, c'est que lui, à son temps, comme il n'a pas d'amis, il n'a pas compris que pour faire une politique contre l'Occident, contre la France, il faut avoir un allié tel que la Russie ou bien la Chine. Vous voyez, il n'a pas basé sa politique de refondation sur les garanties sécuritaires. On ne détruit pas la fondation d'un pays sans sécurité. Voilà, la Côte d'Ivoire a un fondement sur lequel tout président doit faire très attention de la manière dont il va bâtir sur le fondement. Mais si tu veux changer le fondement, il faut sécuriser ton fondement. Il faut que tu donnes les garanties. Parce que nous sommes dans un environnement qui est envié. Parce que pour un pays qui, après 26 à 30% d'étrangers, le prochain président ne doit pas venir jouer. Ah non. Aucun pays qui se développe ou qui fonctionne normalement, si elle n'a pas une sécurité garantie, elle ne n'ira nulle part.
Aujourd'hui, quand on parle de la Russie a une sécurité. Quand on parle des États-Unis, les États-Unis ont une sécurité. Même la France a une sécurité. Le Japon, la Chine, ils ont une sécurité. Et c'est ce que les pays de l'AE sont en train de faire. Ils mettent l'accent sur, non seulement dans le développement, mais sur le plan sécuritaire, ils ne sont pas prêts à négocier avec les rebelles. Ce n'est pas qu'on est démocrate, qu'on va discuter les rebelles. Mais au temps de la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo, comme je le dis, moi je le dis, je l'aime bien, hein, mais comme je le dis en tant qu'historien, une rébellion, ça se mate. Une rébellion, ça se corrige. On ne négocie pas avec une rébellion. La preuve en est, le président Ouattara est au pouvoir, il ne veut même pas discuter avec l'opposition. Voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que vous pensez, parce que là, M. Laurent Gbagbo, dans le passé, a été très faible devant certaines situations. Comme je l'avais dit plus tôt, il a été piégé par son côté gentil. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Gbagbo Laurent est devenu plus dur ou bien encore plus soft avec tout ce qu'il a traversé et le poids des années? Oh, bon, c'est difficile de faire cette conclusion, mais je pense que il a besoin de nous le démontrer même actuellement dans son opposition. Voilà, parce que tout le monde le regarde par rapport à ce qui se passe. Il a parlé le 4e mandat ne passera pas. Ouattara est allé déposer ses dossiers. Donc, quelle sera la prochaine étape? Voilà. Donc, je suis convaincu que s'il vient au pouvoir, ça ne sera pas lui-même, mais ceux qui sont autour de lui vont agir. Voilà, et bon, l'avantage et c'est justement la crainte que nous soulevons ici, c'est qu'il est entouré par beaucoup de jeunes, il a pris de l'âge, vous voyez déjà ce que font les jeunes autour de M. Ouattara. On n'a pas de garantie vraiment que tous ces jeunes-là vont se comporter correctement, parce que quand les gens en Côte d'Ivoire sont en face de l'argent, ils deviennent complètement des monstres. Voilà un peu les inquiétudes que beaucoup d'Ivoiriens émettent. Ce n'est pas seulement M. Laurent Gbagbo, mais ceux aussi qui sont autour de lui. Non, bon, vous savez, aujourd'hui, c'est vrai que M. Ouattara, il est là, avec l'aide de Dieu, il va partir, mais la population actuelle, le prochain président là, la population ne se laissera pas faire. Parce que cette population, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu, 2025 là, après 2025 là, le prochain président là, il ne pourra pas jouer à les Ivoiriens, dans tous les sens. Ah non. Aujourd'hui, le combat qui est mené, c'est l'alternance, c'est le changement. Mais quand le changement va se faire, ah non, les Ivoiriens ne sont pas prêts à accepter un président qui va venir refaire les histoires de rattrapage, les histoires ethniques, les histoires des choses. Non, ils ne sont pas prêts pour ça. Ils ne sont pas prêts pour ça. Ils peuvent manger, ils peuvent faire les shows, mais je pense que il trouvera quand même une opposition, au moins qu'il règne aussi en tyran, mais je suis convaincu qu'il trouverait une opposition de jeunes, d'intellectuels, de gens décidés, parce que nous avons compris, nous avons souffert, nous souffrons. Voilà, les Ivoiriens aujourd'hui sont unanimes qu'il faut la Côte d'Ivoire d'abord, Ivorian first. Donc le prochain président, son mandat de 5 ans va pas être facile, hein? Ça va pas être facile, hein? Ah non, ça va pas être facile. Donc aujourd'hui, ceux qui sont autour, ils profitent parce que vous savez qu'on vient au pouvoir avec une rébellion, avec une guerre, c'est tout à fait normal, mais un président qui va venir par les urnes de façon démocratique, élu et tout ça, mais non, la population ne va pas le laisser. Non. D'accord. Alors, je ne sais pas si un autre frère, quelqu'un d'autre nous a rejoint. Je ne sais pas si M. Kwasi Dunga est là. Sinon, je vais retourner vers M. Adjei et lui permettre de réagir sur ce que vous venez de dire, pasteur Aka. Voilà. M. Adjei?
Oui, c'est ça. Vous voulez réagir sur tout ce que Pasteur Aka a dit? Non, il a dit, il a été objectif. C'est que, bon, je pourrais peut-être ajouter, c'est que nous ne disons pas seulement que Laurent Gbagbo doit revenir au pouvoir pour lui faire une justice. Non, ce qui est passé. Mais ce que nous disons, c'est que face à une telle injustice, nous ne devons pas fléchir les genoux. L'OTAN, les colons ont fait cette injustice-là au président Laurent Gbagbo. C'est normal qu'ils le rétablissent. Mais puisque ce sont des hypocrites, ils ne peuvent pas le faire. Donc, nous n'allons pas accepter qu'on l'accuse de braqueur pendant que nous le connaissons très bien. Personne ne peut accepter qu'on accuse son père d'être braqueur pendant qu'il ne l'est pas. Et donc, nous ne pouvons pas accepter cela aujourd'hui, demain et après-demain. C'est pourquoi il doit poser sa candidature pour finir un mandat à lui seul. Il a dirigé lui seul pendant 18 mois. Tout le reste du temps, c'était avec les rebelles. C'est ce que nous disons. Et il ne vient pas pour lui, il vient pour la Côte d'Ivoire, pour donner à la Côte d'Ivoire sa souveraineté, pour mettre le peuple en confiance, pour donner un certain espoir au peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire a assez souffert. C'est ça, on a besoin de services pour le peuple. Quand on parle de, oui, celui-ci a travaillé, celui-ci a travaillé, mais quand on travaille, on doit travailler pour le peuple. On ne travaille pas pour soi-même, pour ses partisans. Donc, Laurent Gbagbo vient pour soulager le peuple ivoirien. Regardez un peu comment on gère avec sa famille, ses nièces, ses neveux, ses cousins, ses beaux-fils, ceci, cela. C'est eux qui dirigent. C'est le rattrapage ethnique. Nous ne voulons pas de ça en Côte d'Ivoire. Donc, nous devons changer cela. Toute l'administration ivoirienne est remplie de gens qui n'ont pas le droit, qui ne savent même pas lire et écrire leur nom. Tout cela doit changer. L'économie ivoirienne est dans la main des étrangers. Tout cela doit changer. Donc, si ce sera, le chantier est large, le chantier est grand. C'est seul Laurent Gbagbo qui peut venir redresser les choses, nous procurer nos souverainetés, et puis ensuite, nous allons prendre la relève pour bâtir notre nation. J'ai parlé d'industrialisation, nous en avons besoin. Donc, il y a beaucoup de choses, si ce sera, pour lesquelles il doit venir au pouvoir. D'accord. Alors, aujourd'hui, M. Adjaye, Laurent Gbagbo doit revenir au pouvoir. Vous êtes dans cette alliance temporaire avec le PDCI RDA. Qu'est-ce qu'on doit espérer qui va sortir de cette alliance? Est-ce que quand on aura fini de confirmer les candidatures, vous allez vous séparer ou bien est-ce que vous allez continuer dans votre alliance? Monsieur Adjaye, et puis Pasteur Aka aussi va répondre là-dessus. Oui, j'étais en mythe. C'est une alliance, je pourrais dire, stratégique. Les Ivoiriens n'ont jamais été aussi unis. Il a fallu cette adversité pour qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire a besoin que ses enfants, ses filles et ses fils s'unissent pour la bonne cause. Quand on s'est unis et qu'on a sorti notre pays de l'impasse, alors chacun va faire sa politique dans son parti. Mais maintenant, nous devons nous unir. Il y a trop de défis à relever si ça sera. Trop de défis. Alors, si je comprends bien, dès qu'on confirme vos candidatures, vous redevenez des ennemis. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si nos candidatures sont confirmées, nous allons toujours être unis dans le front commun. Nous allons nous parler et décider, prendre des décisions. Maintenant, si un d'entre nous vient au pouvoir, alors l'union va continuer pour que on utilise les idées de chacun, l'intelligence de chacun et l'expérience de chacun pour pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse. Voilà un peu ce que je veux dire. Voilà. Après quoi, chacun pourra aller dans son parti pour faire la politique. Pasteur Aka?
Oui, pour ma part, l'objectif du Front commun, puis du mouvement trop, c'est trop. Il faut être réaliste. Hein. C'est vrai que les candidatures font partie, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, pas de quatrième mandat du président Ouattara. Et ça, je pense que c'est la position du Front commun. C'est la position de tous ceux qui ont rejoint le groupe Trop c'est trop. Donc, la Cour constitutionnelle n'a qu'à valider la candidature de Gbagbo, de qui veut, n'ont qu'à valider. Mais tant que la candidature du président Ouattara sera validée, il y aura problème. Ça, je pense que le message du Front commun et du Trop c'est trop est clair. Pas de quatrième mandat. La Cour constitutionnelle n'a qu'à les éliminer et tous. Et Ouattara doit faire partie de l'élimination. Moi, selon ma compréhension, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, je n'attends rien de nouveau. Tant que le président Ouattara sera dans la bataille pour conquérir, pour maintenir sa présidence, il aura problème. Et je pense que le message du 9 et du 16 à Yopougon est clair. Il n'y aura pas de quatrième mandat. Il faut se résumer à ça. Donc, pour qu'il n'y ait pas quatrième mandat, il ne doit pas être candidat. Pour qu'il n'y ait pas quatrième mandat, il ne doit pas avoir d'élection. Donc, ce n'est pas le fait que le Front commun ou l'opposition a déposé les dossiers. Leurs dossiers. Si la Cour constitutionnelle veut valider, ils n'ont qu'à valider. S'ils ne veulent pas valider, il ne faut pas qu'ils valident. Ça ils ne sont plus à ce niveau-là. Parce que depuis 2 ans, l'opposition a cherché un dialogue avec le pouvoir pour lever tous les leviers, pour trouver un terrain d'attente. Le pouvoir n'a posé aucun acte de cohésion ni de dialogue. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre encore de miraculeux de la Cour constitutionnelle? Rien. Les candidatures sont déposées juste par formalité. C'est par formalité. Sinon, moi, quand je regarde, je dis, mais c'est juste une formalité. Parce que le fait même que le président Ouattara lui-même se déplace en personne pour aller déposer sa candidature, c'est un défi qu'il a lancé au mouvement Trop c'est trop et au mouvement Front commun. Pour dire, vous le voulez ou pas, je suis candidat, je ferai 4e mandat. Donc nous sommes engagés dans un... C'est-à-dire, il y a un bras de fer qui est engagé. Donc la Cour constitutionnelle, qu'elle le veuille ou pas, le Front commun, ça ne leur dit rien. Si elle veut qualifier Tidiane, elle n'a qu'à qualifier Tidiane. Si elle ne veut pas qualifier Tidiane, ça c'est son problème. Si elle veut qualifier le président Gbagbo, ça c'est son problème. Si elle ne veut pas qualifier, ça c'est son problème. Les gens n'attendent pas un miracle de la Cour constitutionnelle. Le seul point qui peut permettre au Front commun ou au mouvement Trop c'est trop de mettre de l'eau dans son vin, c'est seulement si le président Ouattara n'est pas candidat. Or, ce que nous sommes en train d'observer, il ne va pas se déplacer en personne et puis être rejeté. C'est ça, parce que depuis 2010, il y a eu des doutes sur sa candidature. Est-ce que c'est réglé? Tout ce qui peut régler sa candidature, c'est un dialogue politique, c'est un consensus politique. Mais il refuse. Alors, pensez-vous que le Front commun va s'attendre parce qu'on a validé la candidature de président Gbagbo, va valider la candidature de Tidiane Thiam et les gens vont acclamer pour aller à quelle élection? Contre le président Ouattara, qui est d'abord en train de faire un 4e mandat anticonstitutionnel. S'ils vont sur cette voie-là, c'est que ce n'est pas la peine, ça ne vaut rien. Moi, c'est mon analyse, c'est que ça ne vaut rien. Donc, le message est clair. Le message du Front commun est clair. Pas de 4e mandat. Pas de 4e mandat. Tout sauf le 4e mandat. Le RADP aurait pu avoir un candidat parmi les candidatures
quelqu'un de réserve. Voilà, quelqu'un devait se déchaîner ou dire, bon, on ne sait jamais. Mais non, mais eux, ils ne sont pas dans cette logique de on ne sait jamais, puisqu'ils savent qu'ils ont ficelé le jeu, le président Ouattara va gagner. Donc, eux, ils n'ont pas vraiment besoin d'un plan B, comme il l'appelle en Côte d'Ivoire. Pour eux, ils savent que M. Ouattara est candidat et qu'il va gagner les élections. Oui, donc, ils n'ont pas besoin de présenter un candidat de réserve. Mais justement, parce que s'ils ont le courage d'éliminer les autres candidats, les autres aussi auront le courage d'éliminer le président Ouattara par tous les moyens. Parce que le droit, là, ce n'est pas seulement à sens unique. Hein. Le même article 48 qui a frappé Thiam, là, ça frappe aussi Ouattara, hein, qu'on se dise la vérité. Oui, mais donc, M. Ouattara a l'armée, toutes les forces militaires. Comment est-ce que l'opposition va s'y prendre pour obliger M. Ouattara à reculer? C'est ça, en fait, la grande question. Oui, mais vous savez, quand il y a l'injustice là, il y a un Dieu qui ne dort pas. Et la souveraineté du peuple là. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, dans son ensemble, que ce soit même beaucoup de partisans de RHDP, dans son ensemble, les gens sont mécontents. Donc, le peuple observe. La souveraineté est au peuple. Le président Ouattara, il peut faire ce qu'il veut. La Cour constitutionnelle, il peut faire ce qu'il veut. Mais il y a un réveil, il y a une prise de conscience. Il a fait le travail qu'il devait faire. Nous lui demandons pardon. Il a au moins une douzaine de personnes dans son gouvernement. Il n'a qu'à choisir un qui va venir faire continuer le combat. Il n'est pas nul n'est infaillible et il n'est pas indispensable à la sécurité ni à la paix en Côte d'Ivoire, ni à la chose, ni sur le plan monétaire. Nul n'est indispensable. Et ça, c'est mon analyse. D'accord. Voilà. Mais s'il force, le peuple, je suis convaincu que le peuple va réagir. Le peuple ne réagit pas parce qu'on le rejette, mais le peuple réagit parce qu'il y a trop de violations de droits constitutionnels. Voilà la réaction du peuple. Au moins, respectons notre constitution. Les arguments de Deuxième République, Troisième République, Quatrième République, tout ça, nous ne sommes pas des alphabets. Même l'alphabet, c'est que ça n'est même pas logique. Donc voilà le mot-clé, pas de quatrième mandat. C'est ça que le message que les gens doivent comprendre. Pas de quatrième mandat. D'accord. Merci, Pasteur Aka. Pas de quatrième mandat. En tout cas, nous verrons bien ce qui va arriver. Ce qui est sûr, beaucoup d'Ivoiriens sont pessimistes et d'autres sont optimistes. Donc, nous allons continuer. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, en tout cas, du côté des supporters de M. Laurent Gbagbo et du président Thiam aussi, hein, que ça ne passera pas. En tout cas, cette fois-ci, ils ne laisseront pas faire. Donc, on espère seulement que toutes ces affirmations ne vont pas nous conduire un peu dans la violence. Monsieur Adjaye, on va terminer cette émission. Je voudrais vous permettre de donner votre mot final en vous demandant tout simplement, est-ce que le PPACI de Gbagbo Laurent n'est pas en train de préparer une violence en Côte d'Ivoire dans laquelle encore le peuple va se retrouver perdant? Et avec ça, vous pouvez donner votre mot de la fin. Et il en sera de même pour Pasteur Aka si vous voulez rebondir sur cette question. Allez-y, M. Adjaye. Merci, Gisèle Sarah. Est-ce que le BPACI est en train de préparer la violence? Non, Gisèle Sarah, vous savez, une nation, c'est quoi? Il y a le territoire, il y a la population, il y a la constitution. Et tout le monde est appelé à respecter cette constitution. D'ailleurs, lorsque quelqu'un est élu, qu'est-ce qu'il fait? Il prête serment et il dit quoi?
en levant la main droite, je m'engage à respecter la constitution de mon pays. Si j'ai failli à cela, que je subisse la rigueur de la loi et de la population. La constitution dit, voilà comment vous devez vous comporter dans tel cas. Voilà comment vous devez vous comporter concernant le mandat présidentiel. Et tout le monde est appelé à respecter ça. C'est ce que nous faisons. Nous, au PPACI et au PDCI, c'est ce que nous faisons. Le faire ne veut pas dire qu'on prépare une guerre. Un petit exemple. M. Obama était président ici. Il a fait 2 mandats. Et il a dit un jour, il dit, oui, j'ai fait mes 2 mandats, j'ai fait un bon travail. Et je sais que si je me présente encore, les Américains vont m'en voter. Mais je ne peux plus parce que la loi dit que je dois faire seulement 2 mandats. Voilà ce qu'on appelle une nation qui se respecte. Ce vagabondage que nous montre le RADP là où, je ne sais pas dans où ils se trouvent, où ils veulent diriger une nation qui n'a pas de constitution, nous ne voulons pas de ça. C'est pourquoi on leur conseille de dire à leur patron Macron de leur trouver une île sur laquelle ils vont aller à leur voyousie là. Ils peuvent faire les 20 mandats comme ils veulent, mais pas chez nous en Côte d'Ivoire. Nous sommes des hommes intelligents, émancipés, intellectuels. Nous respectons notre constitution et nous obligeons n'importe qui à la respecter. C'est pourquoi nous disons le 4e mandat ne passera pas. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Je vais donner mon mot de fin pour dire nous attendons, on attend la Cour constitutionnelle du RADP. C'est comme ça, nous on va l'appeler, qui va d'emblée accepter, sinon valider la candidature du 4e mandat, parce que eux aussi, bon, quand quelqu'un t'a nommé, tu es obligé de faire ce qu'il te dit de faire, sans lire la loi. Nous espérons, nous osons croire qu'elle pourra lire la loi, mais à la lueur où nous la voyons, elle ne peut pas lire la loi, elle va valider le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel. Mais comme notre mentor a dit, ça ne passera pas. Nous, on ne sait pas où Ouattara va passer pour faire son 4e mandat. En tout cas, pas dans notre pays. Le dire, ce n'est pas parce qu'on veut la guerre. Ce que nous voulons la paix pour notre peuple. Le peuple ivoirien a fait, nous voulons la paix, un point, un trait. Que tout le monde respecte la Constitution et puis on va aller en paix. Nous ne pouvons plus vivre dans les enlèvements, des encagoulés. Voilà encore des manières, si c'est Sarah. Nous sommes dans un régime Django, un régime policier, un régime hitlérien. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons un état de droit. Merci. Merci, M. Adjei. Alors, Pasteur, allez-y pour votre mot final. Hein. Oui, bon. Moi, comme je l'ai dit, je n'entends rien de spécial de la Cour constitutionnelle, parce que cette Cour était présidée par des hommes. À l'époque, en dehors de Tiakoné, tous ceux qui sont venus là, ils n'ont pas eu le courage d'appliquer ou de lire le droit. Donc, ce n'est pas les femmes qui sont aujourd'hui dans la Cour constitutionnelle là qui vont venir faire le contraire. Donc, il ne faut pas rêver. Moi, je n'attends rien d'eux. Je n'attends rien de leur décision. Seulement, dire que l'opposition prépare la guerre, non. Ceux qui veulent faire la guerre, c'est le pouvoir. Parce que l'opposition a tout fait pour réclamer un dialogue, pour réclamer une assise. Le pouvoir a refusé. Donc, si demain, l'opposition envahit les villes, la bagarre ne viendra que si jamais il y a réplique. Et c'est ça, les gens sont préparés à ça. Voilà. Donc le pouvoir aura le choix. Ils auront le choix, ils seront en face d'une population qui va refuser le 4e mandat. Maintenant, comment ils vont se comporter, comment ils vont s'y prendre? Les gens sont prêts aussi. Donc, mon souhait, ma prière, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même quand on a le cœur endurci, il y a ce que nous appelons la conscience.
Nous ne sommes plus dans une période de l'innocence, parce que l'innocence, c'est quand tu ne sais rien, mais la conscience te permet de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Je souhaite que le pouvoir se mette du côté de ce qui est bon pour poser des actes qui pourront nous garantir la paix et la tranquillité dans cette élection. Mais à cette allure de vouloir être dans une position radicale, chercher à faire un passage en force, elle trouvera sur son chemin toute cette population. Et une population déterminée. Déterminée, peut-être ils vont tuer tous les Ivoiriens. Voilà. Donc, on a toujours l'espérance, mais je n'attends rien de spécial de la Cour constitutionnelle. C'est un moment de fait. D'accord. Merci, Pasteur. En tout cas, merci, M. Adjei. Vraiment, on a eu un très bon débat avec vous. Très, très bon débat. Merci pour tout ce que vous nous avez donné comme information. Pasteur Aka aussi, hein, vous avez été très articulé. Voilà, donc ça a été un très bon débat. N'oubliez pas, le mercredi, nous allons parler de M. Tidiane Thiam et essayer de voir dans quelle mesure, pourquoi M. Tidiane Thiam doit être candidat ou pas. Et on veut ainsi parler de tous ces présidents, tous ces candidats qui sont qualifiés, mais qui sont disqualifiés par des manipulations politiciennes, des complots, des choses qui ne sont pas vraiment logiques, mais qu'on impose aux populations. On essaie de frustrer les Ivoiriens. On leur dit que leurs candidats ne sont pas des candidats, mais on verra bien ce qui va arriver. Trop, c'est trop continu. Le Front commun aussi est toujours en marche. Et on a entendu M. Laurent Gbagbo dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat pour M. Ouattara. On verra bien ce qui va arriver. Merci, merci, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve le mercredi. Bonne soirée chez vous. Merci, M. Adjei. Et merci, Pasteur Aka. Merci aussi à Jacques. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Ouais.